cette séance d'information a pour objectif de vous aider à prendre connaissance des moyens d'aide disponibles sur le site, de comprendre cette procédure d'inscription, pourquoi existe-t-elle. On n'a pas été institué uniquement pour vous embêter, elle a quand même un sens. Donc évidemment, vous serez, je l'espère, capable d'effectuer vos inscriptions au terme de cette séance. Tout ça pour que vous puissiez éviter les retards par négligence administrative. Pour donc procéder aux inscriptions, vous cliquez sur le lien inscription et désinscription qui vous renvoie à la page des inscriptions. On voit ici que l'accès est ouvert. Vous cliquez donc sur le lien et vous allez introduire vos identifiants UNIL. Donc moi, je vais prendre des identifiants d'un étudiant fictif. Vous avez donc ici l'interface d'inscription aux enseignements et aux évaluations. Il est utile d'avoir à côté quand même vos plans d'études. Il faut toujours passer par les plans d'études pour effectuer vos inscriptions. Donc pour accéder aux plans d'études, vous partez aussi de la page d'accueil. Vous cliquez sur plan d'études et vous les avez ici dans la liste des disciplines à 70 crédits. Alors là, on a uniquement les disciplines de la faculté des lettres. Pour les disciplines externes, allez sur les sites des facultés partenaires, sciences sociales et politiques, théologie et sciences de religion, géosciences et environnement. Alors, notre étudiant fictif est inscrit en anglais, en français moderne et en histoire. Donc, vous allez prendre connaissance des plans d'études, des propédeutiques de ces trois disciplines. Vous verrez ici, en anglais, vous verrez donc les enseignements que vous pouvez sélectionner pour ce semestre et auxquels vous devrez donc vous inscrire. Vous voyez que dans le module rédaction, il y a English Composition, enseignement annuel, donc qui demande une inscription aussi au semestre d'automne. En histoire de la littérature, Anglo-American Literary Survey, lui-même annuel, donc il demande une inscription au semestre d'automne. Introduction à l'analyse littéraire, annuelle, et introduction à la langue et à la linguistique anglaise, aussi annuelle. Et la littérature médiévale, là on voit que c'est au printemps, donc vous ne trouverez pas en principe, vous ne trouverez pas ces enseignements de médiéval ce semestre, puisqu'ils sont au printemps. Donc, je reviens à l'interface d'inscription aux enseignements, aux évaluations. On voit que l'onglet est ici pour l'inscription aux enseignements. On va commencer par les enseignements. Je clique sur enseignement et alors, vous êtes censé prendre connaissance de directives. Alors, il est important de les ouvrir et de les lire à un moment donné. Elles ne sont pas aussi longues que des conditions d'utilisation d'Apple, par exemple. Donc, lisez-les. Et puis, vous prenez connaissance pour aller plus loin. On voit ici la structure du plan d'études en modules. On voit donc le module de rédaction d'histoire de la littérature, d'introduction à l'analyse littéraire et d'introduction à la langue et à la linguistique anglaise. On voit que la littérature médiévale est absente puisqu'elle n'aura lieu qu'au semestre de printemps. Je clique donc sur le premier module, rédaction. Alors là, on voit que j'ai déjà effectué une inscription. Mais faisant comme s'il n'y avait aucune inscription, vous allez évidemment vous inscrire au groupe que vous avez sélectionné, enfin pour lequel vous avez été sélectionné. Vous allez donc, vous savez par exemple que vous faites partie du groupe D, vous vous inscrivez donc au groupe D pour les exercices de English Composition. Vous enregistrez et vous revenez en arrière pour les autres inscriptions en cliquant là-haut sur le bandeau bleu, sur le module en réalité. Ça vous fait revenir vers la page d'inscription. Vous prenez cette fois l'histoire de la littérature, il n'y a qu'un seul cours, très bien. Vous enregistrez. Vous revenez à l'interface de départ en cliquant sur
le module en haut sur ce bandeau bleu. On prend l'introduction à l'analyse littéraire. On a vu dans l'introduction à l'analyse littéraire qu'il y a plusieurs groupes là aussi. Donc, normalement, vous devez connaître le chiffre auquel vous appartenez. Donc, si vous n'en êtes pas sûr, vérifiez dans l'horaire. Là, je sais que je fais partie du groupe 4. Je sélectionne donc groupe 4, j'enregistre. Je reviens en arrière. Et il nous reste encore l'introduction à la langue et à la linguistique anglaise. On voit que le cours est obligatoire, donc vous n'avez pas le choix. Vous le sélectionnez et vous choisirez enfin la lettre qui correspond au groupe auquel vous appartenez, le groupe C en ce qui me concerne. J'enregistre. Et voilà pour l'anglais. Ensuite, je dois effectuer mes inscriptions aux évaluations. Je clique en haut sur le bandeau à l'étape inscription aux enseignements pour revenir à l'interface de départ qui propose les inscriptions aux enseignements et les inscriptions aux examens et aux validations. Je vois ici donc que je peux cliquer sur inscription aux examens et aux validations pour l'anglais. Je clique, je prends connaissance et je vois qu'il n'y a pas de possibilité d'inscription. Pas de panique, c'est normal. C'est un enseignement annuel. Cela veut donc dire que l'inscription aux validations qui donnent les crédits dans le plan d'études, si on reprend le plan d'études, on voit que dans chaque module, on a un tableau d'évaluation qui nous indique ce que vous êtes censé réaliser pour l'obtention des crédits. On voit donc ici qu'il y a une validation qui s'applique à un enseignement annuel, mais comme vous ne recevrez les crédits qu'à la fin de l'année, il n'est pas utile à ce stade de vous inscrire à l'évaluation, à ce semestre d'automne. Vous vous y inscrirez au semestre de printemps quand vous aurez besoin de vos crédits. Il est donc normal que vous ne trouviez pas maintenant l'inscription aux évaluations, donc aux validations pour l'anglais. En revanche, on peut essayer autre chose. Pour le français moderne, vous verrez que la situation est différente. Si on passe donc à s'inscrire aux enseignements d'abord. Je n'ai pas procédé à toutes les inscriptions, mais uniquement à œuvres et genres littéraires récits. Je clique ici. Il y a le cours obligatoire, pas de choix. Ensuite, vous vous inscrivez au TP que vous avez choisi. En l'occurrence, ce sera pour moi Philippe Soupeau, Charlot. Je m'inscris ici. J'enregistre. Et maintenant, je reviens à l'inscription aux évaluations, validations, donc examen et validation. Je prends ici. Je vais dans le même module, œuvre et genre littéraire récit, et je prendrai ici les travaux pratiques Philippe Soupeau, Charlot, avec, je sélectionne les noms des examinateurs, évidemment, puisque on a besoin de ces examinateurs pour qu'ils puissent enregistrer la note à laquelle vous aurez droit une fois l'examen passé. Donc, j'ai sélectionné ici mon examen, je l'enregistre, et je peux, une fois ces inscriptions effectuées, envoyer un email de confirmation qui va me déconnecter. Voilà. Donc là, j'ai effectué des inscriptions, toutes mes inscriptions en anglais pour le semestre et uniquement une inscription en français moderne pour les travaux pratiques liés à Philippe Soupeau, je crois, Charlot. Vous pouvez maintenant vérifier vos inscriptions dans MyUnil. Pas tout de suite en réalité. Il faudra que vous attendiez 24 heures. Donc le lendemain, vous pouvez vérifier si vous avez effectivement si vous êtes bien inscrit. Pour accéder à MyUnil, vous pouvez cliquer sur MyUnil sur toutes les pages de l'université. Vous trouverez toujours ici la rubrique MyUnil. Vous cliquez donc sur MyUnil. Vous êtes membre de l'université. On va prendre le MyUnil de cet étudiant fictif. Pour vérifier vos inscriptions, vous cliquerez ici sur Cursus et vous sélectionnerez
dans la liste des programmes celui que vous aimeriez consulter, là en l'occurrence le français moderne. Alors les inscriptions que nous allons voir ici ne correspondent pas à celles que j'ai effectuées tout à l'heure. C'est un état ancien d'inscription effectuée avant notre séance d'information. Mais celles que vous ferez, vous pourrez les vérifier 24 heures après votre inscription en ligne sur le site de la faculté. Je veux donc vérifier, voir mes enseignements. Je sélectionne tout ici et en principe, oh là là, j'agis. Allez. Et je vois maintenant les enseignements auxquels je suis inscrit. Alors, ça ne correspond pas au geste, encore une fois, que j'ai effectué tout à l'heure, mais là, on voit que je suis inscrit pour l'automne 2020 au cours récit et aux travaux pratiques récit L'amour fou de Breton. Donc, je peux ainsi vérifier mes inscriptions aux enseignements et aux évaluations. Voilà. Je vois là que je me suis inscrit à l'examen écrit, c'est ce que veut dire l'abréviation E, l'examen écrit des TP du domaine récit pour L'amour fou de Breton. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une vue générale de vos inscriptions avec ce PDF. Voilà, là vous voyez de façon plus globale toutes vos inscriptions en cliquant sur ce PDF. Donc voilà ce qu'il est important de retenir par rapport à ces inscriptions, c'est qu'il y a 2 gestes d'inscription, comme vous l'avez vu. D'abord, l'inscription aux enseignements, ensuite aux évaluations. Il est absolument capital de faire ces 2 gestes d'inscription. On peut demander pourquoi finalement l'inscription aux évaluations n'est pas automatique. C'est dû au fait, comme vous l'avez constaté en français moderne, que parfois il y a une seule évaluation pour 2 cours distincts. Donc, on voyait dans les TP de récit qu'il y avait un cours et des travaux pratiques. Il n'y a qu'une seule évaluation associée à ces 2 enseignements. Les enseignements ne sont pas évalués indépendamment l'un de l'autre. L'évaluation est rattachée aux 2. C'est pourquoi il n'y a pas d'inscription automatique des enseignements aux évaluations. S'il y avait une parfaite correspondance, comme en SSP par exemple, entre les enseignements et les évaluations auxquelles ils sont associés, eh bien, ce serait possible d'avoir une inscription automatique. Mais là, comme il y a justement ces évaluations dites intégratives qui se rattachent à plusieurs enseignements, nous sommes obligés de faire ces 2 gestes d'inscription. Alors, vous avez vu autre chose, hein, qu'il est important de ne pas paniquer si vous ne trouvez pas l'évaluation, parce que cette évaluation apparaîtra de toute évidence au semestre de printemps puisqu'elle est liée à un enseignement ou à un groupe d'enseignement annuel. Il y a parfois des exceptions, par exemple en histoire, bien que le cours champ et pratique de l'histoire soit un enseignement annuel, vous trouvez déjà la validation pour l'inscription. Eh bien, si l'évaluation apparaît déjà, inscrivez-vous-y. C'est une bonne chose de fait. Faites-le. Inscrivez-vous donc aux évaluations dès qu'elles apparaissent dans l'interface d'inscription. Alors, je vois qu'on m'a déjà posé un certain nombre de questions. Alors. Ah oui, dans les inscriptions aux évaluations, il y a une case de texte sujet. Faut-il remplir cette case? Non, ce n'est pas nécessaire pour l'inscription. Ne remplissez pas la case sujet. Ce qui compte, c'est vraiment, en tout cas pour les évaluations, de sélectionner vos examinateurs. Ça c'est important parce qu'il faut qu'on sache avec qui vous allez passer votre examen ou votre validation.
Mais sinon, vous pouvez laisser de côté la case sujet. Au niveau des délais, donc l'inscription démarre aujourd'hui, mardi 22 septembre, jusqu'au dimanche 11 octobre. Donc ça, c'était la période d'inscription standard. Si vous avez omis de vous inscrire pendant cette période, il y aura encore une période d'inscription tardive possible du lundi 12 octobre au vendredi 23 octobre, mais malheureusement, vous aurez à payer une taxe pour inscription tardive de 200 francs dans cette période. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous inscrire d'ici au dimanche 11 octobre. Si vous avez des difficultés, des questions, n'hésitez pas à vous tourner vers le secrétaire des étudiants ou vers moi-même. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, nous avons beaucoup d'emails, donc nous ne répondons pas forcément dans un délai très satisfaisant, mais à l'approche de l'échéance de la période d'inscription, essayez en tout cas de trouver réponse à vos éventuelles questions par rapport à cette procédure. Il faut bien faire attention, certains enseignements ne seront donnés que ce semestre. Il est donc super important de vous inscrire aux évaluations de ces enseignements semestriels en automne déjà ce semestre, parce que vous ne trouverez pas, pour ces enseignements limités au semestre d'automne, vous ne trouverez pas les évaluations au semestre de printemps. Donc, si vous omettez de vous y inscrire, donc soit à l'examen, soit à la validation ce semestre, vous n'aurez pas au semestre prochain cette même évaluation pour la session d'examen de juin 2021. Alors, là, je vois que j'ai un certain nombre de questions. Alors, c'est vrai que parfois, il y a les noms de plusieurs examinateurs. Il faut vous renseigner, c'est vrai, auprès de votre enseignant pour savoir quel examinateur cocher. Mais sinon, je dirais, s'il y en a plusieurs, cochez tous les noms. Il vaut mieux cocher tous les noms que de ne pas cocher un nom. Mais c'est à votre enseignant de vous dire quel nom vous devez cocher. Autre question. Alors, oui, une question concernant l'inscription. Faut-il systématiquement, pour chaque enseignement, s'inscrire d'abord au cours et ensuite à l'évaluation, ou est-ce qu'on peut d'abord procéder par une inscription aux enseignements, puis pour tous les enseignements, une inscription aux évaluations? À vous de voir, c'est une question de méthode, mais peut-être en effet qu'il est préférable de vous inscrire d'abord à tous les enseignements que vous suivez, ensuite à toutes les évaluations associées à ces enseignements. Autre question, on est d'accord que si on s'est préinscrit à un groupe de TP, on a automatiquement une place dans ce groupe pour les inscriptions officielles. On ne risque pas de se faire prendre une place à laquelle on s'est déjà inscrit. Alors ça, ces préinscriptions, c'est vraiment géré au niveau des sections. Il n'y a pas de règles générales au niveau de la faculté. C'est une gestion par section. Je ne peux pas... Si la préinscription a été donc confirmée par votre enseignant, là, vous êtes tout à fait en droit de procéder à l'inscription officielle. La question, donc on ne risque pas de se faire prendre une place à laquelle on s'est déjà inscrit. Ça, il faut voir avec l'enseignant. C'est lui qui doit confirmer votre inscription à un groupe de travaux pratiques. Je ne sais pas comment on pourrait vous prendre cette place, vraiment à voir avec vos enseignants, parce que ça s'est géré vraiment au niveau des sections et des enseignants. Ensuite, petite question sur les cours annuels. Doit-on s'inscrire chaque semestre ou on est automatiquement inscrit pour le semestre de printemps aussi? Très bonne question, c'est vrai, j'aurais dû le signaler. En tout cas, pour l'enseignement, il faut vous inscrire à chaque semestre. Il n'y aura pas reconduction automatique de l'inscription au semestre d'après. Donc, pour les enseignements
annuelle, inscrivez-vous à chaque semestre et l'évaluation apparaîtra très probablement au semestre de printemps. Si elle apparaît déjà maintenant, eh bien inscrivez-vous-y. Sinon, pas de panique. Attendez le semestre de printemps. Est-ce qu'on peut choisir la nature de l'évaluation pour certaines matières? Oui, ça dépend des plans d'études. Dans certains plans d'études, il est possible en effet de choisir s'il s'agit d'une validation orale ou d'une validation écrite. Je pense notamment à l'histoire et à l'esthétique du cinéma. Dans ce plan d'études, il est possible de choisir la modalité de validation, ou encore en histoire, en deuxième partie du programme. Vous pouvez choisir pour un examen, si c'est un examen oral ou un examen écrit, vous pouvez donc choisir la modalité. Mais il y a certaines règles qui encadrent le choix de ces modalités. Je vous prierai de lire attentivement le plan d'études pour comprendre ces règles. Voilà, à ce stade. Ok, Arnaud Offer aura souhaité me poser une question. Est-ce qu'il est encore là? Non. Ok, très bien. Encore une question? Oui, bonne question aussi. Donc, pour le moment, on s'inscrit à tout ce qui concerne le semestre d'automne. Les inscriptions pour le semestre de printemps se font en printemps? Oui, absolument. Donc, vous ne faites pour l'instant, vous ne vous inscrivez qu'aux enseignements limités à ce semestre et aux enseignements annuels, évidemment, puisque les enseignements annuels concernent aussi le semestre d'automne. Vous vous inscrirez au début du semestre de printemps, dans les 4 premières semaines du semestre, et ensuite 2 semaines d'inscription tardive. Vous vous inscrirez donc au début du semestre de printemps à tous les enseignements du semestre de printemps, ainsi qu'aux enseignements annuels. Question, donc, de toute façon, aucun examen ne nous est proposé maintenant pour un cours annuel. Alors, un examen, si l'examen vous est proposé maintenant, c'est problématique. Vous ne devez pas vous y inscrire maintenant à l'examen. La validation, c'est différent. Donc, il faut bien avoir en tête qu'il y a 2 types d'évaluation. Je le rappelle toujours. D'une part, les validations, donc ce sont les travaux réalisés en cours de semestre. D'autre part, les examens organisés dans une session d'examen. Alors, si pour un cours annuel, vous trouvez maintenant un examen, c'est problématique parce qu'il faut bien entendu que vous ayez suivi l'ensemble de l'année pour vous présenter un examen. Il serait absurde de vous présenter à l'examen en milieu d'année, à la session d'examen de janvier, puisque vous n'aurez eu que le semestre d'automne comme contenu de l'examen, alors que cet examen est censé vérifier l'entier de l'année. Donc, pour tout ce qui est examen par rapport à des enseignements annuels, veuillez vous y inscrire au début du semestre de printemps pour la session d'examen de juin ou de septembre. Alors, voilà pour ces examens. Par contre, les validations, si elles apparaissent déjà maintenant pour des enseignements annuels, pas de problème, vous pouvez vous y inscrire. Même s'il n'y a pas de résultat au semestre d'automne, l'inscription à cette validation sera reconduite automatiquement au semestre de printemps. Donc, il faut bien différencier validation des examens par rapport à cette question de l'inscription en cours d'année. Si on s'inscrit et qu'on ne se présente pas à l'examen, que risque-t-on? Ou à la validation? Alors, si vous vous inscrivez à un examen et que vous ne vous y présentez pas, vous allez subir un échec par abandon. Donc, c'est en clair un 0 pour abandon. Donc, il vaudrait mieux éviter de ne pas vous présenter à l'examen auquel vous vous êtes inscrit. En revanche, pour la validation, s'il n'y a pas de résultat ce semestre et en accord avec l'enseignant, l'inscription sera reconduite au semestre de printemps. Donc, si une validation n'a pas de résultat au semestre d'automne, elle est reconduite au semestre de printemps. Alors, attention pour les propédeutiques, cette reconduction ne peut pas
s'opérer jusqu'à un 3e semestre puisque vous êtes censé avoir un calcul de moyenne en fin d'année. Donc, on va d'ailleurs y venir, puisque c'est les conditions de réussite de la propédeutique. Donc, cette reconduction ne pourra pas s'opérer pour un 3e semestre, puisqu'il faut un calcul de moyenne. En revanche, pour la 2e partie, donc les années 2 et 3 du bachelor, ou pour le master, s'il n'y a pas de résultat sur une évaluation, sur une validation, l'inscription sera reconduite de session en session jusqu'à ce qu'il y ait un résultat de type échec ou réussite ou une note. Autre question, comment fait-on pour s'inscrire si nous n'avons pas encore nos identifiants? Nous les recevrons forcément avant le 11 octobre, j'imagine. Oui, vous les recevrez probablement avant le 11 octobre. Si vous ne les avez pas d'ici là, manifestez-vous au secrétariat des étudiants, dites qu'il vous manque les identifiants pour l'inscription. Évidemment, soit nous vous aiderons, soit nous procédons à cette inscription à votre place, soit nous vous accorderons exceptionnellement un délai supplémentaire parce que vous êtes dans cette situation contre votre volonté. Voilà. D'autres questions à ce stade? Non, je crois que ça a l'air bon. On passe donc aux conditions de réussite, surtout pour la première partie du bachelor, pour la propédeutique. Donc, s'il y a ici des étudiants de 2e partie ou des étudiants de master, vous n'êtes pas obligé de rester parce que j'ai parlé des conditions de réussite lors de précédentes séances d'information donc, qui sont publiées sur YouTube. Donc, vous trouverez ces informations relativement à ces conditions de réussite dans ces vidéos. Alors maintenant, on passe donc aux conditions de réussite de la propédeutique, première partie donc du bachelor, première année. Je vais commencer par lancer une vidéo qui vous explique ces conditions de réussite. Je vais donc partager mon écran. Je reviens. Alors là, on était sur MyUnil. Je vais fermer mes onglets. Revenir sur la page d'accueil. À partir de là, vous cliquez sur fiches pratiques et vidéos d'introduction et vous avez toutes les ressources utiles pour le bon déroulement administratif de vos études. D'ailleurs, tout ce que je viens de vous expliquer est expliqué plus brièvement dans une vidéo, ici, inscription aux enseignements et aux évaluations. Donc, vous pouvez la visionner pour avoir une explication rapide. Je lance donc la vidéo des conditions de réussite et je m'arrêterai après la propédeutique. Les conditions de réussite sont les règles qui permettent de déterminer la réussite ou l'échec dans le cadre du cursus de bachelor. Les conditions de réussite diffèrent entre la première et la seconde partie. En première partie, toutes les évaluations d'une discipline sont notées. Certaines d'entre elles disposent de coefficients mentionnés directement dans le plan d'études. Les notes obtenues entrent dans un calcul de moyenne. La partie propédeutique d'une discipline est réussie avec une moyenne égale ou supérieure à 4. Prenons l'exemple d'une propédeutique comptant 4 notes, toutes avec un coefficient de 1. L'étudiant ou l'étudiante réalise toutes les évaluations. La moyenne est ensuite calculée. Le résultat obtenu est arrondi au 10e supérieur à partir de 5 centièmes de point. Si cette moyenne est inférieure à 4, l'étudiante ou l'étudiant réalise une seconde tentative pour les évaluations ratées. Attention, toutes les évaluations ratées en première tentative, dans une moyenne inférieure à 4, doivent être réalisées en seconde tentative pour le calcul de la nouvelle moyenne. La moyenne est à nouveau calculée avec ses résultats. Une moyenne égale ou supérieure à 4 accorde en bloc les 20 crédits de la propédeutique, même s'il y a des notes insuffisantes pour certaines des évaluations qui composent le programme. La première partie du bachelor est réussie dès que vous avez obtenu une moyenne de 4 ou supérieure pour la propédeutique de chacune de vos disciplines dans un délai de 4 semestres. Attention, une seconde moyenne inférieure à 4 pour la propédeutique d'une discipline provoque non seulement l'échec définitif de cette discipline, mais aussi et surtout l'échec définitif au bachelor.
Un 0 attribué à la seconde tentative d'une évaluation pour signifier une fraude ou un abandon entraîne aussi l'échec définitif au bachelor. J'arrête le partage. Donc, vous avez compris que pour les disciplines de lettres, les conditions de réussite en première année, c'est une moyenne. Donc, il faut obtenir une moyenne égale ou supérieure à 4 pour réussir la partie propédeutique d'une discipline. Et la première partie du bachelor elle-même est réussie avec la réussite de ces 3 propédeutiques, de ces 3, donc 3 fois 20 crédits. Il n'y a pas de moyenne entre les disciplines. La moyenne se calcule pour chaque discipline prise individuellement. Vous avez vu qu'il y a des coefficients fixés dans les plans d'études. Donc, lisez attentivement vos plans d'études pour prendre connaissance des coefficients. En ce qui concerne les conditions de réussite des disciplines externes, alors je vous renvoie au règlement qui régissent ces disciplines, règlement que vous trouverez sur les sites internet des facultés concernées. Donc attention, vos disciplines externes ne sont pas régies par les mêmes conditions de réussite. Il n'y a pas de moyenne, par exemple, en sciences sociales, en sciences politiques ou en psychologie. Et la moyenne ne se calcule pas de la même façon en géographie. Donc, je vous prierai de vous reporter au site internet de ces différentes disciplines pour comprendre les conditions de réussite. Je me limite ici aux conditions de réussite des disciplines de lettres. Alors, vous avez vu que si la moyenne est inférieure à 4, et il y aura reconduction à la session qui suit, donc la session qui a vu l'échec de votre moyenne, reconduction des évaluations en échec, uniquement des évaluations en échec. Les évaluations réussies seront récupérées pour le second calcul de moyenne. Attention, vous devrez repasser toutes les évaluations ratées de la première moyenne mise en échec. Vous ne pouvez pas en passer juste une, obtenir un bon résultat que vous mettrez en balance avec les autres résultats en disant « avec ce nouveau résultat, j'ai une moyenne positive », ce qui vous dispenserait de passer les autres évaluations en échec. Non, vous devez repasser toutes vos évaluations en échec en cas de moyenne inférieure à 4 en première tentative. Faites attention à l'abandon. Ce n'est pas une bonne idée de ne pas vous présenter à vos examens. Il y a toujours des conséquences assez désagréables. Si c'est en première tentative, ça n'aura d'effet que d'invalider votre première moyenne. Donc, même si par miracle, je ne sais pas comment, mais vous pourriez obtenir une moyenne de 4 en ayant un 0 par abandon, ça ne sera pas possible. La présence d'un 0 dans une moyenne invalide immédiatement cette moyenne en première tentative. La présence d'un 0 sur une deuxième tentative entraîne l'échec définitif à la branche. Et on voit que l'échec définitif sur une discipline en propédeutique, que celle-ci soit une discipline de lettres ou une discipline externe, eh bien cet échec définitif entraîne un échec définitif au bachelor. Donc, vous ne pouvez pas réclamer par rapport à cela de statut spécial pour les disciplines externes, c'est-à-dire, imaginons que vous réussissiez la propédeutique de français moderne, la propédeutique d'anglais, mais que vous échouiez définitivement en sciences sociales, eh bien, vous serez exclu de lettres, même si les sciences sociales n'appartiennent pas aux lettres. Donc, un échec définitif sur une discipline en propédeutique entraîne l'échec définitif au bachelor. Donc, essayez de passer toutes vos évaluations la première année. En tout cas, si vous y êtes inscrit, passez vos évaluations. Mais on pourrait imaginer que vous décidiez de ne faire que partiellement la propédeutique d'une discipline. Dans ce cas, ne vous inscrivez que partiellement. Ne vous inscrivez pas à tout dans l'optique de ne passer que la moitié. Si vous vous inscrivez à tout
passer tout. Si vous voulez ne passer que la moitié de vos évaluations, parce que vous comptez faire le reste l'année d'après, eh bien, ne vous inscrivez qu'à la moitié de ces évaluations. Mais il est plus profitable pour vous de passer la première année toutes vos évaluations, parce que la moyenne peut être calculée. Et si par malheur elle est en échec, ça vous donne la possibilité de refaire en deuxième année les évaluations ratées. Alors que si, dans les 4 semestres que compte une propédeutique, si vous faites la moitié la première année, l'autre moitié la deuxième année, et que par malheur, la moyenne est négative à la session d'examen d'été de la deuxième année, il n'y aura pas forcément de possibilité de rattrapage à la session d'examen d'automne de cette deuxième année, notamment pour les contrôles continus. Faites attention aux contrôles continus. Souvent, les rattrapages des contrôles continus consistent à refaire le contrôle continu l'année d'après. Et ces contrôles continus peuvent très rarement être rattrapés entre juin et septembre. D'où l'intérêt de passer toutes vos évaluations la première année. Si vous voulez répartir l'effort sur 2 ans, il vaut mieux faire la propédeutique d'une ou de 2 disciplines, et puis la propédeutique des 2 autres ou de votre 3e discipline l'année d'après, plutôt que de répartir en 2. Enfin, c'est peut-être un peu compliqué tout ce que je viens de vous écrire, de vous expliquer, mais je vois qu'il y a un certain nombre de questions dans le chat. Alors, je remonte. Comment fait-on pour s'inscrire si nous n'avons pas encore nos identifiants? Ça j'ai répondu. Si on réussit la première année en lettres à l'UNIL, peut-on être admis dans d'autres unis en deuxième année, le bachelor, et faire une équivalence? Oui, dans la meilleure situation, mais comme les plans d'études sont différents d'une université à une autre, rien ne garantit que vous ayez absolument l'équivalence de la première année en vous transférant dans une autre université. Cette université est absolument libre de vous attribuer les équivalences qu'elle souhaite. Donc, il se peut très bien qu'elle ne reconnaisse qu'une partie de ce que vous avez réalisé ici à Lausanne, parce qu'il vous manquera peut-être certaines choses qui sont proposées dans cette autre université. Donc, il n'y a pas d'équivalence absolue et garantie quand vous passez dans une autre université après avoir passé la première année ici. Combien de crédits pour un bachelor anglais et italien au premier semestre? C'est difficile à évaluer sur un semestre, notamment pour l'anglais, puisque on a vu, les 4/5e des enseignements sont annuels. Donc, vous pouvez estimer une charge de travail, je dirais, vous n'avez qu'à diviser par 2 les crédits attribués sur l'année à ces enseignements. Je dirais, il faut plutôt penser en termes annuels, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, vous recevrez 20 crédits pour la propédeutique d'anglais, 20 crédits pour la propédeutique d'italien. Alors, autre question, je crois avoir mal compris, pour s'inscrire aux examens, donc on revient aux examens, il faut cocher les noms des 2 professeurs ou cocher un nom suffit? Normalement, votre enseignant devrait vous dire quel nom cocher, mais je dirais, par précaution, cocher les 2 noms. Voilà. Alors, autre question dans le chat, en anglais. Par conséquent, la première année, le nombre de crédits SCTS n'a pas de signification, n'est pas signifiant. La chose la plus importante est seulement de passer les examens. Non, les crédits ont quand même une importance. Vous pouvez toutefois acquérir les 20 crédits de la propédeutique par compensation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas absolument obligé de réussir toutes les évaluations, puisque
d'éventuels échecs peuvent être compensés par de meilleurs résultats dans la moyenne. Donc, vous recevrez en bloc les 20 crédits de la propédeutique, même si vous avez échoué à une ou deux évaluations compensées dans la moyenne. Combien de crédits annuels en première année? Donc, la première année reçoit 60 crédits. Et si cette première année est composée de 3 disciplines en lettres, chaque discipline reçoit 20 crédits, ça vous fait donc 3 fois 20 crédits. Pour les cours annuels, si on est en échec, on doit donc attendre le printemps d'après pour repasser une évaluation. Ça dépend. S'il s'agit d'un examen, si vous êtes donc en échec à la moyenne à la fin de l'année académique, en juin ou en septembre, septembre étant une session d'examen qui dépend encore du semestre de printemps, eh bien, cet examen sera reconduit à la session de janvier qui suit, donc pas forcément à la session de juin de l'année d'après. Si vous ne voulez pas passer votre examen directement à la session de janvier, après y avoir échoué en juin ou en septembre, enfin en septembre en l'occurrence, hein, puisque si vous y échouez en juin, l'examen sera reconduit en septembre. Si vous échouez en septembre, l'examen est reconduit en janvier. Et bien, si vous ne voulez pas repasser en janvier, il faudra vous en désinscrire, parce que j'ai oublié de vous parler de la possibilité d'une désinscription. Bien entendu que vous pouvez, pendant cette période d'inscription qui court jusqu'au 11 octobre, aussi bien vous inscrire que vous désinscrire. Et la désinscription sera même possible jusqu'au vendredi 23 octobre sans taxe. Alors, vous pouvez vous désinscrire sans taxe, contrairement à l'inscription tardive qui, elle, est frappée d'une taxe. Alors, pour la moyenne, si j'ai bien compris, une moyenne supérieure à 4 entraîne la validation de tous les crédits, même s'il y a un échec. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. En effet, si vous, par compensation, vous obtenez les crédits des évaluations en échec. Alors, une question d'une étudiante de master. Je suis en master, mais j'ai un programme de mise à niveau qui contient des disciplines de bachelor en propédeutique. Alors, malheureusement pour les étudiants de master ayant une mise à niveau, il n'y a pas de système de compensation pour les mises à niveau. Vous devez tout réussir. Vous ne pouvez pas compter sur une moyenne pour une mise à niveau, donc un programme de rattrapage, pour une admission en master. Voilà, donc, autre question. Je crois que j'ai répondu à cette question. Donc, ouais. C'était que se passe-t-il si on ne se présente pas aux évaluations? Échec par abandon. Hein, voilà. Donc, une étudiante à temps partiel, en anglais par exemple, je prends que 3 cours cette année. Comment compte-t-on la moyenne, serait-ce de tous les 5 cours? Oui, alors je me rends compte que ce que j'ai expliqué tout à l'heure n'était peut-être pas très clair. Oui, vous pouvez très bien ne passer que 3 cours sur les 5 par rapport à cette propédeutique d'anglais. 3 cours cette année, mais la moyenne ne sera pas calculée, évidemment, puisque pour que la moyenne soit calculée, il faut qu'il y ait tous les résultats enregistrés dans votre dossier académique. Si vous n'en passez que 3 sur 5, il va falloir attendre les 2 autres résultats de l'année d'après pour que la moyenne soit calculée. En l'occurrence, probablement à la session de juin de l'année prochaine. Si vous faites 3 résultats sur les 5 cette année, les 2 autres l'année d'après, la moyenne sera calculée avec les 5 résultats l'année prochaine. Une question par rapport à la mise à niveau pour l'admission au master. A-t-on jusqu'à 6 semestres pour une mise à niveau? C'est 6 semestres pour une mise à niveau à temps partiel, sinon c'est 4 semestres. Voilà. Donc, je vais partager de nouveau mon écran pour vous montrer, vous remontrer où vous pouvez
trouver ces vidéos d'introduction aux fiches pratiques. Vous cliquez donc à partir de la page d'accueil ici et vous retrouverez toutes les informations utiles. Tout ce que je viens de vous expliquer est aussi exposé dans le guide pratique Bien démarrer ses études de lettres que vous avez dû recevoir par courrier. Vous pouvez ici en afficher la version PDF. Si vous en voulez un exemplaire papier, si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez le demander au secrétariat des étudiants. Prenez aussi connaissance des différentes directives. Donc, si vous cliquez sur faculté, puis sur règlement directive, vous avez le règlement d'études du bachelor. Donc, c'est ça qui fait foi. Hein. Même si, par malheur, j'ai dit des choses fausses aujourd'hui, vous ne pourrez pas vous appuyer sur cette séance d'information. C'est toujours le règlement d'études qui fait foi. Donc, lisez les articles relatifs au calcul de la moyenne dans le règlement d'études. Vous faites une simple recherche dans le document PDF. Je ne sais pas, par exemple, commande F, et puis vous tapez moyenne. Vous verrez, vous tomberez facilement sur les... Là, on voit l'article 26, calcul de la moyenne de la première partie de chaque programme disciplinaire du bachelor. Donc, toutes ces règles sont exposées dans ce règlement d'études. On parlait aussi des directives, la directive 0.18 pour l'inscription aux enseignements et la 0.19 pour l'inscription aux évaluations. Des questions peut-être? Peut-on s'inscrire à temps partiel au semestre prochain? Malheureusement non. Une fois que vous êtes engagé dans un cursus, qu'il soit de type bachelor ou master, sans temps partiel, donc vous êtes engagé dans un cursus à temps plein. La directive de la direction sur les études à temps partiel n'offre pas la possibilité de passer d'un régime à temps plein à un régime à temps partiel en cours d'études. Une fois que vous êtes engagé dans un régime à temps plein, vous devez rester dans ce régime à temps plein. Alors, quelques informations sur les problèmes de santé. Alors je vois que quelqu'un a levé la main. Je préférerais qu'on pose la question dans le chat. Si vous avez une question, posez-la dans le chat. Merci. Donc, au niveau des problèmes de santé, si vous ne vous sentez pas bien en période d'examen, ne vous présentez pas à l'examen et puis faites-vous excuser par un certificat médical dans les 3 jours qui suivent cet examen. Vous pouvez même, avant la période de la session d'examen, vous faire excuser pour toute la période, la session d'examen, en demandant un certificat à votre médecin. Donc, il faut toujours justifier vos absences pour raison de santé par un certificat médical qui doit fixer une période d'incapacité pour les études, c'est-à-dire du temps au temps. C'est assez important pour vous faire excuser par rapport à des examens. Ensuite, vous ne pouvez pas faire valoir un certificat rétroactivement par rapport à un mauvais résultat. C'est-à-dire que, imaginons, vous apprenez vos résultats, vous avez fait un 2, un examen de français, et là, vous vous adressez au secrétariat en disant « Ah, mais en fait, j'étais pas bien ce jour-là, c'est pour cette raison-là que j'ai fait un 2. » D'ailleurs, je peux produire un certificat médical qui m'excuse rétroactivement. Ça, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous excuser après coup à un examen que vous avez passé. Si vous passez cet examen, c'est que vous avez jugé être en état de passer cet examen. Vous avez jugé en âme et conscience être dans un état qui vous permet de passer un examen. Il faut vraiment des conditions très particulières. Par exemple, schizophrénie ou
ou, je ne sais pas, un virus de l'Ebola qui se déclare juste après, pour que vous soyez excusé par rapport à un examen passé, un examen que vous avez réalisé et pour lequel vous avez obtenu un résultat. Donc, si vous avez des problèmes de santé chroniques qui vous accompagnent pendant les études, parlez-en nous. Il est important que vous nous fassiez prendre conscience des difficultés que vous traversez au niveau de la santé. Donc, n'hésitez pas, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan moral, à nous signaler vos problèmes de santé. De cette façon, nous pouvons vous proposer des solutions. Nous pouvons aménager vos études pour prendre en considération ces problèmes de santé. Donc, évidemment, ça reste confidentiel. Hein. Je sais que parfois, il est difficile de parler de ces choses, mais si vous sentez que ça ne va pas bien, même sur le plan moral, surtout sur le plan moral, tournez-vous vers le secrétaire des étudiants ou vers un des 2 conseillers aux études. Avons-nous donc de nouvelles questions? Je ne crois pas. Donc, je vous ai montré où trouver ces différents règlements, ces directives, où vous informer. J'ai peut-être oublié de dire certaines choses, ou je me suis mal exprimé sur d'autres. Vous trouverez les explications définitives dans le règlement d'études du bachelor et vous avez d'autres sources d'informations. Donc le guide bien démarrer ses études en lettres, les différentes vidéos qui seront beaucoup plus courtes que cette séance que nous allons toutefois mettre sur YouTube. Donc vous pourrez la revisionner. Mon collègue Guillaume Cohn les chapitrera, donc vous n'aurez pas à revoir l'intégralité de la séance, vous pourrez aller directement au point qui vous intéresse. Mais enfin, tout ça pour vous dire que l'ignorance des règles administratives n'est pas une excuse valable. Trop souvent, nous avons des étudiants qui découvrent les conditions de réussite ou qui découvrent l'obligation d'inscription après les sessions d'examen et qui sont tout paniqués de ne pas avoir de résultats ou de tout paniquer d'avoir subi un échec définitif pour mauvaise compréhension des règles. Ça n'est pas une excuse. Notamment en ce qui concerne, alors peut-être que j'en ai pas assez parlé, la reconduction automatique des évaluations en échec. C'est vrai que ça, j'aurais dû peut-être davantage insister sur ce point avant. Lorsque vous subissez un échec en première tentative à la session d'examen de juin, il y aura reconduction automatique des évaluations ratées à la session d'examen de septembre. Donc, certains étudiants, ne sachant pas cela, ne se présentent pas en deuxième tentative en septembre et malheureusement, ils subissent un échec définitif pour cause d'abandon. Donc, si vous subissez un échec définitif en juin, soyez très attentifs aux reconductions automatiques en septembre des évaluations ratées. Vous pourrez vous désinscrire de ces reconductions. Si vous ne souhaitez pas tout de suite refaire vos évaluations ratées en septembre, il y aura au début du mois de juillet une période pendant laquelle vous pourrez vous désinscrire de ces réinscriptions automatiques de juin à septembre. Voilà, donc je pense que c'est un point important qui vient en fin de séance, mais peut-être que s'il arrive à la fin comme ça, c'est celui dont vous vous souviendrez le plus. Mais voilà, ce n'est pas une excuse d'ignorer ces reconductions automatiques. Voilà, donc je suis arrivé au terme de cette séance d'information.
S'il y a encore des questions, j'y réponds volontiers. Vous pouvez vous manifester dans le chat ou pour les plus courageux, pourquoi pas, intervenir en vidéo. Je n'ai pas de questions. Je vais donc mettre un terme à cette réunion Zoom. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous rappelle que tout ça a été enregistré, donc on publiera sur YouTube cette vidéo à la fin de la semaine. Il y a une autre séance d'information jeudi. Alors, si vous avez des camarades qui n'ont pas pu assister à celle-ci, peut-être incitez-les à être présents jeudi, au cas où ils auraient des questions, parce que ce qui est intéressant dans ce format, c'est surtout les questions qui nous parviennent. C'est pourquoi nous enregistrons ces séances d'information. Sinon, nous nous contenterions de vous renvoyer aux vidéos déjà présentes sur le site internet, mais ce qui compte, c'est de répondre aux questions. Donc, merci à vous tous pour vos questions. J'espère avoir été clair et je vous souhaite bon courage pour ce semestre d'automne. À bientôt.